Le parti de Jacques Chirac n'a pas perdu de temps pour commettre un premier abus, celui des mots. Rassemblement. Il divise la droite sans entraîner la gauche. Nouveau, ses dirigeants sont au pouvoir depuis bientôt 20 ans. Gaulliste, il séduit les groupuscules fascistes, s'appuie sur Robert Hersant, réveille Tixier-Vignancourt. Et quand il en appelle à la République, la vieille action française royaliste applaudit. Entrer dans le détail de son manifeste réserve le même étonnement. On y apprend que M. Chirac veut abolir les privilèges de l'argent. Cher M. Dassault, triste plus-value. Qu'il entend combattre la bureaucratie, éternité de Joseph Prudhomme. Qu'il invite les Français à participer davantage aux affaires qui les concernent. Participation, plan, région, décentralisation ne fournissent à la droite que l'alibi du dirigisme. Pauvre langage usé, fripé, décoloré, qui sert encore, qui sert toujours. Trouvera-t-il des foules pour s'en bercer une fois de plus ? Assurément. Mais pour combien de temps et pour quel lendemain ? Déjà certains s'imaginent revenus à 1958. Parmi eux, Jean Dutour, qui, dans France Soir de ce jour, s'exalte à la pensée des recommencements. J'admets que l'aventure naissante du Rassemblement des Français pour la République, ou pour la liberté, ou pour toute autre chose, à l'heure où j'écris on ignore le verdict de l'ordinateur, ressemble par un trait à celle qui aboutit à la restauration du général de Gaulle. L'horreur du vide. L'expression n'est pas de moi. La hâte d'en finir avec un pouvoir faible. Là s'arrête la comparaison. Chirac est un De Gaulle sans 18 juin, mais disponible pour un 13 mai. Cherchons ailleurs les précédents. On touchera plus juste si l'on rapproche la situation actuelle de la crise des années 30, quand la prolétarisation des classes moyennes, ajoutée au chômage ouvrier, entraîna vers de fausses mystiques nationales et socialistes, vite contractées et confondues dans un tragique raccourci, les masses coincées par la misère et foyées par le désespoir. La droite musclée n'est jamais si forte et si prospère que dans les malheurs de la patrie. Au besoin, elle les fabrique. Attendons-nous, selon les termes à la mode, à la dramatisation du débat politique. Face aux professionnels du pire, comme il paraît tendre, soudain, ce Valéry Giscard d'Estaing qui rêvait d'une histoire douillette où les révolutions s'accompliraient les pieds au chaud sous les dredons. Je ne sais qui, parodiant Jean-François Kahn, parlait récemment de complot. En vérité, il n'y a pas grand mystère. L'UDR, que l'on croirait sanctifiée par la double onction de l'échec et de la rapine, mais qui se grime, trop prudente pour prendre le risque d'être reconnue avant les 3 coups du spectacle, ne cache pas vraiment son jeu. Réapparaissent avec elle les réseaux de sacs et de cordes qui lui sont consubstantiels, comme la semelle aux souliers. Quant au troisième partenaire, le patronat de choc, que vouliez-vous qu'il fît ? Qu'il payât. Donc, il paie. Il sera intéressant, quand nous en posséderons les éléments avec assez de précision, de rendre publique la liste des bienfaiteurs, de donner une idée de la somme de millions lourds engagés dans l'affaire, notamment, à ces patriotes, l'argent qui vient ou qui transite par l'étranger. On constatera qu'entre 1934 et 1976, entre les ligues et le rassemblement d'aujourd'hui, entre les 200 familles d'avant la guerre et les 25 magnats d'aujourd'hui, la filiation est directe. Le patronat en question pousse ses pions avec vigueur du côté de la presse écrite. Inutile de revenir sur les étranges arrangements du couple Hersant-Dassault. Un récent et remarquable article de Denis Perrier-Daville dans le Quotidien de Paris dit tout sur le sujet. Parallèlement, Francis Fabre, des Chargeurs Réunis, Michelin, la Fédération patronale des industries métallurgiques, jettent dans la cagnotte du futur quotidien du soir, chargé de concurrencer Le Monde, près de 20 millions de francs. Comme l'écrit Xavier Marchetti, éditorialiste du Figaro, l'évidence s'est établie qu'il n'était plus temps de déambuler dans le paysage politique et qu'il convenait de l'occuper au maximum, solidement,
en s'y créant partout des points d'appui et des centres d'offensive.